Ok, bon après-midi, bonsoir plutôt. Nous avons ce soir avec nous Monsieur Marcel Barchoucha qui représente l'école bilingue de Berkeley. Est-ce que l'école bilingue de Berkeley a toujours le même nom? Toujours le même nom, ça n'a pas changé. Ah d'accord, ça s'appelle toujours l'école bilingue. Ça s'appelle toujours l'école. Parce que les écoles d'ici continuent de changer leur nom, comme le lycée français et le lycée franco-américain qui est devenu lycée international. Donc vous êtes stabilisé. On a quand même deux noms. On a l'école bilingue de Berkeley et en anglais on appelle ça le East Bay French American School. Ah d'accord, et c'est tout à fait différent comme nom. Oui. Vous ne dites pas le Bilingual School. Non, c'est ça. Ah non, alors c'est East Bay French American School. Ah d'accord, et vous n'avez pas ajouté international là-dessus? On n'a pas ajouté parce qu'on ne voulait pas justement que ce soit international. On voulait que ce soit réellement français et américain uniquement. Ce qui, mais un Américain est aussi de nationalité internationale, étant donné que voilà. tout le monde est de toutes les... Nationalité. Donc quand on dit Américain international, on se double, on répète la même chose. Je suis d'accord. D'accord. Bon, alors nous allons parler, donc j'ai pensé peut-être qu'on va d'abord vous présenter, et puis on parlera un petit peu de l'école, et peut-être les progrès que vous avez pu amener à cette école pendant les 5 dernières années. Donc ça fait bientôt 4 ans ou 5 ans que vous y êtes? Ça fait 5 ans, oui. Je suis arrivé en septembre 89. Ok, donc à ce moment-là, c'était une école surtout primaire, n'est-ce pas? C'était une école primaire. Le conseil d'administration avait voté l'année précédente une continuité au niveau collège. Oui. Et ça n'avait pas été mis complètement évidemment en place, mais la structure avait été déjà posée à ce moment-là. Il y avait la création d'une classe de 6e. Ah d'accord. Mais c'était une classe de 6e plutôt internationale à ce moment-là. Ok, où est-ce que vous en êtes maintenant? Alors maintenant nous allons jusqu'en classe de 4e. Nous commençons en maternelle petite section, c'est-à-dire à 3 ans et demi, oui. Et nous allons jusqu'en 4e, ce qui correspond au niveau américain au 8e grade. Donc toujours, quand ils finissent la 4e, ils vont vers San Francisco pour finir? Alors, ils ont le choix, ou bien ils vont dans des écoles américaines, des high schools américains, ou bien ils vont dans les écoles de San Francisco franco-américaines telles que FICE, ou bien le lycée français La Pérouse. Ok, et vous-même, ça fait longtemps que vous êtes aux États-Unis? Non, moi ça fait 5 ans. Ah d'accord. Alors, moi j'ai eu un parcours assez intéressant, du moins pour moi. Oui. Moi je suis né au Maroc, oui. Où j'ai grandi. Puis ensuite j'ai été faire mes études à Montpellier. Quand j'ai fait mes études, je me suis marié. Et puis j'ai décidé d'émigrer avec ma femme au Canada. Ah, d'accord. Et nous avons émigré il y a de ça assez longtemps au Canada, où nous sommes restés pendant plus de 20 ans à Montréal. Ah, d'accord. Et vous étiez dans l'éducation? C'est ça. À Montréal, j'ai été au départ professeur de lycée, professeur de mathématiques de lycée. Et puis j'ai eu la possibilité de passer en tant que chargé de cours à l'Université de Montréal en didactique mathématique. Ah, d'accord. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais à l'université, que le proviseur du lycée français de Montréal, le Collège Marie de France, est venu me demander si je ne pouvais pas être un de ses adjoints. Parce qu'il voulait qu'on revoie un peu le programme mathématiques et sciences à Montréal, mais de français, pour permettre aux enfants un passage un peu plus facile à l'université. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai ensuite appris que le poste à Berkeley s'était ouvert, le poste principal, j'ai posé ma candidature et puis j'ai eu la chance d'être... D'accord, donc la plupart de votre vie de votre vie professionnelle était à Montréal, donc. Exactement. Et toujours dans l'éducation? Toujours dans l'éducation. Ah, oui, c'est vrai. Je n'ai pas changé. D'accord. Est-ce que ça vous plaît toujours donc d'y être? Ah oui, là, je pense que je ne pourrais pas faire autre chose. D'accord, d'accord. Et ce dont on pourrait peut-être parler, c'est les changements que vous avez pu apporter et puis peut-être les idées que vous avez pu apporter de Montréal vers les États-Unis. Est-ce qu'il y avait beaucoup de différences, non? Ce qui est intéressant, c'est qu'à Montréal, vous le savez, il y a... Des écoles bilingues, non? À cause du problème entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, oui. Au moment où René Lévesque
a pris le pouvoir, il a demandé à ce que tous les immigrants passent par les écoles obligatoirement françaises. Donc avant on avait la possibilité d'envoyer nos enfants soit dans les écoles anglaises, soit dans les écoles françaises. Et quand René Lévesque est monté au pouvoir, il a refusé le choix aux immigrants. Ce qui fait que tous les immigrants avaient le devoir d'envoyer leurs enfants dans les écoles françaises. Ah bon? Oui. Et donc ils apprennent l'anglais aussi. C'est comme à Montréal, on parle l'anglais aussi, n'est-ce pas? Mais c'était en tant que langue seconde. D'accord. Donc ce n'était pas la langue principale. C'était pas la langue principale. Donc c'est comme les lycées français? C'était pratiquement comme les lycées français. Mais c'est pas sous le ministère de l'Éducation française? Non, c'était pas du tout. C'était sous le ministère de l'Éducation québécoise. Ah d'accord. Parce qu'ils avaient leur propre ministère. Absolument. Ah d'accord. Et ils avaient des programmes que je trouvais excessivement intéressants et l'approche de l'étude de la deuxième langue me plaisait. Et ce qui était également intéressant, c'est que pour ces immigrants-là qui arrivaient, qui ne parlaient pas du tout français, quel que soit leur âge, ils étaient pris dans des cases d'accueil et pendant 2 ans, on leur apprenait le français. Et après cela, on les recasait dans leurs classes respectives et ils continuaient leur cursus scolaire, mais en français à ce moment-là. Et ils réussissaient parfaitement bien. Alors quand je suis arrivé, ma première tâche a été de mettre en place les classes de collège 6e, 5e et 4e. D'obtenir ensuite la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux enfants qui étaient dans ces classes-là de pouvoir réintégrer le système français assez facilement. Est-ce que les livres et tout, c'est similaire au français? Nous sommes obligés de suivre les programmes français. Ah bon? Absolument. À Montréal? Au Canada? Oui. À l'école où j'étais, oui, absolument. Ah puisque oui? c'était une école du ministère de l'Éducation nationale, subventionnée par le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. D'accord? Française? Française, oui. Oui. Mais au Canada, ils avaient la chance d'avoir des subventions du ministère de l'Éducation québécois. D'accord. Donc malgré qu'ils avaient il y a le ministère de l'Éducation québécoise, vous suivez le système français? Absolument. Ah, donc il n'y avait pas tellement de changements quand vous êtes arrivé, n'est-ce pas? Le seul changement qu'il y avait, c'est que c'était une école bilingue et non pas une école française. D'accord. Donc il y avait une approche un tout petit peu différente. À l'école bilingue de Berkeley, c'est de l'immersion complète de la maternelle jusqu'en CE1, oui. à raison tout simplement de 1 heure d'anglais par jour. En CE2, nous avons ajouté 1 heure d'anglais par jour, ce qui fait 2 heures par jour pour les enfants de CE2. D'accord. Et à partir du CE2, CM1, CM2, c'est moitié-moitié. La moitié du temps est en français, la moitié du temps est en anglais. Jusqu'à la 4e. Jusqu'à la 4e. Mais dans les classes de collège, c'est un tout petit peu plus facile, puisqu'ils changent de professeur à chaque fois. Mais si on prend le nombre d'heures en français et le nombre d'heures en anglais, c'est à peu près 50-50. Oui, et vous m'avez toujours pas dit quels sont les changements que vous avez pu apporter. Aucun peut-être? Non, les changements que j'ai apportés, c'est que nous avions quelques spécialistes en CE1. Oui. Et j'ai trouvé que ça faisait trop. L'emploi du temps de l'enfant était un peu trop haché, ce qui fait que j'ai... Trop chargé, vous voulez dire? Oui, absolument. Les spécialistes pour leur apprendre la langue? Non, pas des spécialistes à ce niveau-là, des spécialistes en sciences, en éducation physique, en musique, en art et en théâtre. Ah bon, chacun avait son propre... Oui, et l'instituteur français enseignait juste le français, grammaire, question, histoire et géographie et mathématiques. À partir de quelle classe? CE1. C'est trop tôt pour changer de prof si souvent. Exactement, c'est ce que j'ai pensé, c'est pour ça que j'ai enlevé les spécialistes. Jusqu'à la 6e, non? Non, pas encore. Non, je les ai laissés en CE2, CM1 et CM2. Ah bon? Oui, j'étais obligé de les laisser, c'est à cause du programme français. Un enseignant français. Bon, l'art, d'accord, peut-être un spécialiste de l'art, et puis... Un spécialiste en éducation physique. Oui, 2, ok. Un spécialiste en théâtre. 3. Mais qui fait ça en français. D'accord. Et un spécialiste en musique. D'accord, c'est 4. C'est pas tellement.
Enfin, c'est 4, c'est quand même beaucoup. Oui. 4, il faut pas oublier les deux. Et puis le français et l'anglais, donc ça fait 6. Ça fait 6, et on a le professeur de sciences, le spécialiste en Ah, sciences. vous avez le spécialiste? Oui. C'est un professeur de spécialiste en sciences qui fait... Française? Non, Non, c'est un américain, anglais. ok. Oui, c'est pour avoir un équilibre... Et ça commence au 50-50. CE2? Ça commence en CE2, effectivement, oui. D'accord. Ce qui ne se passe pas en France. En France, ils n'ont pas de spécialiste en Ils n'ont sciences. pas de spécialistes en sciences, ils n'ont pas de spécialistes en théâtre. Il y a quelques écoles qui ont des spécialistes en musique oui. ou en éducation physique. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas courant. Et ce n'est pas mandatory, enfin, Non, ce n'est pas obligé. obligatoire. Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'ai eu spécialiste en musique, en éducation physique, mais en musique, je crois que ça a commencé en 6e. C'est ça, exactement. D'accord. L'accent que j'ai mis dans l'école, c'est que je voulais avoir un groupe d'enfants multiculturels. Venant du Maroc, j'ai vécu évidemment dans un pays où nous avions des tas de nationalités, et surtout dans la ville où j'étais, à Tanger, nous avions beaucoup de nationalités. Et j'ai grandi avec ça, et j'ai trouvé que c'était excessivement important. Donc je voulais que dans cette école-là, le plus de minorités possible, ce qu'on appelle les minorités visibles, soient représentées à l'école. Donc Vous avez augmenté ? l'accent, nous l'avons augmenté. Nous avons un certain pourcentage, nous avons un peu plus de 10% de minorités de noirs, 7% d'asiatiques, 7% d'hispaniques. Au Maroc, il y avait surtout les Marocains et les Français. Il y avait les Marocains, les Français, les Espagnols et les Italiens, puisque moi j'étais à Tanger. Ah, d'accord. Et à Tanger, il y avait un groupe, une communauté espagnole qui était très très forte. Et donc... Vous êtes un peu espagnol ? Oui, un petit peu, absolument. Je parle couramment l'espagnol. D'accord. Oui, je pensais peut-être qu'un peu d'espagnol. Ok. Donc ça, vous avez pu améliorer ça ici ? Oui, je l'ai amélioré, et j'ai instauré dès la 6e l'étude de l'espagnol, et qui est obligatoire, qui n'est pas facultatif. Les enfants en 6e grade, 7e et 8e grade américain, donc 6e, 5e, sont obligés de prendre l'espagnol. Et donc non ils l'allemand. ont français, anglais et espagnol. Et après, ils peuvent choisir l'allemand vers quoi ? Vers la seconde ? À partir de la seconde, ils peuvent choisir l'allemand quand ils changent d'école. Quand ils changent d'école, oui, absolument. Même à partir de la 3e, ils peuvent étudier le japonais s'ils vont par exemple dans un autre école lycée. bilingue. Absolument. Ok. Ce que je me demandais cette semaine, parce que depuis plusieurs années on est là, et il y a 5 écoles bilingues, et elles sont toutes franco-américaines, n'est-ce pas ? Et on ne voit pas d'école, par exemple, italiano-américaine ou Spanish-américaine. Pas tellement. Je voulais savoir, après tous vos contacts avec les parents, pourquoi est-ce que les Américains ont un tel intérêt dans l'éducation française et non pas germanique, enfin allemande Bon, je pense que les parents aiment beaucoup le système français, le système éducatif français, parce que il a une excellente réputation. D'abord, les écoles maternelles dans le monde entier, les écoles maternelles françaises sont réputées pour être excellentes. Ah bon ? Oui. Et c'est-à-dire C'est-à-dire que la maternelle française n'a pas le même objectif que les maternelles, par exemple, américaines. Montessori, c'est italien, non ? Oui, mais le Montessori, la méthode Montessori est une méthode qui laisse à l'enfant énormément de liberté. Ce que les Français ne font pas tellement. C'est-à-dire que nous le faisons, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'on donne un choix à l'enfant et qu'on lui propose plusieurs activités, et il choisit parmi ces activités-là. Dans d'autres systèmes, la méthode c'est l'enfant qui décide de faire une activité. Ah bon, il tourne dans la chambre et voilà, il choisit. Et il choisit. Tandis que là, dans notre système, on lui propose des activités et il doit choisir parmi ces activités-là. Les maternelles... Il est un peu moins perdu peut-être. Je crois, il est un peu oui. plus dirigé. Il est un peu plus dirigé. Il a cette liberté de choix, mais toujours un peu contrôlé. D'accord. Et j'estime que c'est excessivement important. Et c'est ce que vous utilisez en ce moment ? C'est ce que nous utilisons actuellement, oui.
absolument. Et ça s'appelle quoi, la méthode, comment? C'est la méthode française. C'est une méthode française. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de nom particulier. Enfin, qui est Piaget ou enfin, c'est Piaget, non, mais c'est non, pas lui, la méthode Piaget. Piaget c'est encore donc différent. Il n'y a pas un nom. Non, il n'y a pas de nom très particulier. D'accord. C'est tout simplement le système français. Voilà. Et à partir de la maternelle, la grande section, nous apprenons à l'enfant les rudiments de la lecture et de l'écriture. Donc dès la maternelle, l'enfant, à la fin de l'année, est capable de reconnaître des noms, et capable de lire certains sons. Et ça, c'est très important. Ce qui ne se fait pas dans le système américain du tout, du tout. À partir du CP, c'est-à-dire le first grade, déjà lire un peu peut-être pas lire, mais il reconnaît certains noms, papa, maman, il sait lire son propre nom. Il sait lire les mois de l'année, les jours de la semaine également. Peut-être pas très très bien. Il ne sera pas capable de vous dire comment s'épelle le mot, évidemment, mais il saura globalement reconnaître. S'il voit le mot, par exemple, janvier, il saura dire, ah ben tiens, ici c'est janvier, mais il ne pourra pas épeler. D'accord. Et donc les parents aiment beaucoup cela. Mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Avant de venir vous voir. Mais ils ont déjà une idée de ce que c'est le système français. Leur idée est un petit peu faussée. Après avoir visité l'école, peut-être D'abord parce qu'ils viennent visiter l'école, mais bon, parce qu'ils en ont entendu parler, à travers des lectures, ils connaissent cela. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent à l'école bilingue. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ils viennent dans notre école, c'est parce qu'ils estiment que c'est la faille du système américain, que l'étude de la deuxième langue ne se fait pas. Et ça, c'est une très grosse lacune. Donc, ils essayent de voir quels sont les avantages, donc ils viennent nous voir, généralement ils sont assez satisfaits, et puis... Oui, mais la deuxième langue mondiale va être l'espagnol, ce qui est bien que vous l'enseignez. Oui. Donc pourquoi est-ce que, par exemple, on n'ouvrirait pas une école américano-espagnole Ouais. D'abord parce que le français est très limité dans le monde, comparé à l'espagnol. Mais à partir du moment où l'enfant a appris déjà une deuxième langue, la troisième est facile. La troisième va lui venir très très facilement. D'accord. Et puis ce sont des langues latines, donc il y a des analogies et de grandes similitudes. Je pense que ça ne cause aucune difficulté. Ce qui est important, c'est de commencer jeune pour habituer l'enfant à écouter déjà une langue qui ne lui est pas familière. Et son ouïe se forme à ce moment-là, les muscles de sa bouche également, et il est capable d'apprendre une langue, une troisième langue, une quatrième langue très facilement. D'ailleurs, les enfants qui réussissent très bien, ce sont des enfants qui parlent à la maison une troisième langue étrangère. Ils réussissent très bien, de quel point de vue à apprendre le français. Ah, apprendre le français. Absolument, oui. D'accord, donc ils peuvent apprendre par exemple chez eux l'espagnol, ils ont des parents espagnols, et l'anglais, et le français arrivera plus facilement. Oui, absolument. Vous avez remarqué ça? Oui, absolument, oui. De quel point de vue? C'est-à-dire, vous voyez qu'ils... c'est-à-dire leur temps d'adaptation est beaucoup plus rapide. Que pour quelqu'un qui n'a pas eu cette chance, qui n'a que l'anglais à la maison, ou qui n'a que le français. Ah, d'accord, ça arrive. Oui, ça arrive parce que nous avons des Français qui viennent, juste pour quelques années, pour une année, 2 ou 3 années, parce que le père vient en échange ou il a été envoyé par sa société, et les enfants. Donc pour eux, en français, il n'y a pas de problème, mais il y a un temps d'adaptation pour apprendre l'anglais pour eux. Donc, mais ils ont une chance supplémentaire, cela, c'est parce que leur environnement étant en anglais, donc ils sont dans un bain d'anglais beaucoup plus facilement. Donc ils apprennent assez rapidement quand même l'anglais. Tandis que celui qui parle, par exemple, je sais pas... Et quelqu'un qui vient d'une famille espagnole, la même chose? Oui, il apprendra parce qu'il a été déjà habitué à écouter une langue étrangère. Ah d'accord, l'anglais. L'anglais et l'espagnol. Donc il va... apprendre le français assez rapidement. Et vous voyez ça dans les grades? Absolument, oui. À partir, nous n'acceptons d'enfants
qu'au niveau des maternelles. Ah d'accord. Et après la maternelle, nous n'acceptons pas d'enfants, sauf s'ils parlent déjà français. S'ils ne parlent pas français, on ne l'acceptera pas. Après la maternelle? Après la maternelle, effectivement. Ce qui est différent de l'école franco-américaine d'ici. Ce qui est différent de l'école franco-américaine. Et la raison pour laquelle nous n'acceptons pas d'enfants, c'est que nous n'avons pas une structure en place à partir du, je sais pas, pour apprendre le français. Comme une deuxième langue. Exactement. Comme c'est de l'immersion assez jeune, il faut commencer très tôt pour cette immersion. Parce qu'à l'école franco-américaine, ils ont quelqu'un qui prennent les élèves même à partir de la 6e et s'occupent d'eux pour leur apprendre le français. Ils ont un spécialiste. Ils ont un spécialiste qui enseigne le français, quel que soit le niveau. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu le faire, d'abord parce que j'estime que c'est excessivement coûteux. Oui. Il faut avoir un groupe professeur de français. Un professeur de français, mais il faut qu'il y ait quand même 6-7 élèves pour que ça puisse être un peu rentable malgré tout. Si vous n'en avez que 2, c'est assez coûteux. Et la deuxième raison, c'est parce que je préfère que l'enfant soit en pleine immersion dès le début. D'accord. Et j'estime que plus on commence jeune, mieux c'est pour l'enfant. Et malgré ces restrictions que vous avez imposées à votre école, il y a quand même assez d'étudiants qui vont en cours alimentaire deuxième. Absolument. Quand je suis arrivé, nous avions 350 élèves. Et actuellement, nous en avons 470. Donc, c'est incroyable. En 5 ans, nous avons relativement augmenté nos effectifs et j'en suis très content. C'est incroyable parce que justement, malgré qu'ils ont justement le spécialiste de français, l'école franco-américaine n'arrive pas à être... n'a pas autant de... n'a pas excédé ce 470. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Vous ne savez pas l'effectif d'ici? C'est à peu près 470, c'est la même chose que vous. À peu près, et pourtant, ils acceptent à n'importe quel niveau. C'est peut-être qu'ils ont des... D'accord, et donc vos étudiants viennent de toute la baie à peu près? Ils viennent de l'East Bay en général. Surtout. Ils viennent de Oakland, de Berkeley, de Lafayette, d'Orinda, Walnut Creek, Concord. D'accord, vous couvrez donc, est-ce que donc du point de vue population, vous couvrez une population un peu plus grande que San Francisco tout seul? Oui, absolument. C'est peut-être pour ça donc. Et puis comme nous sommes dans l'East Bay, il y a Berkeley, nous avons beaucoup de professeurs d'université qui sont bien au fait de l'éducation, donc qui envoient leurs enfants chez nous. Justement, je voulais vous poser juste une petite question. J'avais lu une fois dans le journal qu'il y avait un building à côté de votre école que l'on donnait gratuitement pour pouvoir construire quelque chose à côté de votre école, c'est ça? Il y a 3 ans, malheureusement, c'est pas vrai. J'aurais aimé que ce soit vrai, mais ça ne l'est pas. Il y avait une maison qu'ils voulaient donner gratuitement, enfin les murs. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a 5 ans, nous avons acheté donc la maison qui était dans notre cour de récréation, parce que nous voulions agrandir la cour de récréation. Donc nous avons acheté la maison et nous voulions la démolir. Mais à cause de la réglementation, la ville de Berkeley nous interdisait de la démolir. Alors nous avons essayé de la vendre et ça n'a pas marché. Alors ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'était de donner la maison. Et quelqu'un l'a prise? Et quelqu'un qui avait un terrain pas très loin de la maison l'a prise, a accepté. Donc a pris la maison et l'a déménagée physiquement. Et ça s'est passé? Ça s'est passé. Et donc on l'a déplacée. Comment ça? C'est impossible. Si, non. Les murs ne se sont pas démolis? Pas du tout. On a levé la maison avec des appareils spéciaux. Et c'est une compagnie qui a fait ça. Et l'a transportée dans l'autre terrain? Dans l'autre terrain. Y compris les... C'est-à-dire que les fondations n'étaient pas très élevées. Ah d'accord. Donc on l'a transporté de l'autre côté. Et nous, on a refait l'asphalte et on a recouvert et c'est devenu maintenant une cour de récréation. Donc ça s'est passé? Ça s'est effectivement passé, oui. D'accord, donc j'ai pas suivi l'affaire et c'est pour ça que je me suis dit, maintenant que vous êtes là, je vais peut-être... en réalité, on ne l'a pas donné, on l'a vendu pour $1. Oui. Parce qu'on ne pouvait pas le donner. Donc vous avez eu quelqu'un qui a appelé, qui a dit, je la prends. Absolument. Il a eu de la chance, hein? Ah, il a eu de la chance parce que c'était... Pourquoi vous ne pouvez pas la démolir? Parce que la ville de Berkeley interdit de démolir des maisons parce que c'est considéré comme... je crois que c'est pour une question de vote.
si Ah, j'ai d'accord. bien compris. Et à cause du zoning... Ah d'accord, et vous ne pouvez pas la détruire. Ah non, on ne pouvait pas la détruire, c'était interdit. Bon, ben, je pense que c'est, enfin, c'est une Ça, autre, c'est quelque chose qui s'est passé tout à fait. Ça a été peut-être bien Oui, mais couvert. pour nous, ça a été important parce que nous voulions avoir plus de cours de récréation. Ce que vous avez maintenant. Ce que nous avons maintenant. Nous essayons d'avoir encore un peu plus. Si nous cherchons un terrain dans lequel les enfants puissent jouer, par exemple, au football, enfin au soccer, Ah oui, oui. ou au football américain. Et maintenant, ils vont quelque part. Et ben, c'est que maintenant, ils vont au parc qui est derrière l'école. Ah bon. Donc, ça fait un déplacement et je me sens pas très... Mais la très à maison, l'aise. vous l'avez payée lorsque vous avez acheté le terrain. Ah oui, la maison, nous l'avions payée cher d'ailleurs. Enfin, à l'époque. D'accord. Et ça n'a pas fait un trou dans votre budget? Non, puisque ça a fait partie de notre budget. De votre Nous budget. l'avions compté comme cela. Et les parents ont été mis au courant et ont accepté cela. D'accord. Donc, merci d'avoir tout expliqué ici. Je pense que j'ai couvert toutes les questions que je me demandais. Et donc, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous remercie d'être passé ici sur French American TV. C'est moi qui vous remercie. Ok. C'était donc Marcel Barchechat qui, ici, vient nous donner une petite aperçu de ce qu'il fait ici à Berkeley, n'est-ce pas? Exact. À Berkeley, et qui représente l'école bilingue de Berkeley, l'East Bay French American School. Merci beaucoup d'être venu.